Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Allô, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça fonctionne? Bonjour, je suis dégoûté aujourd'hui puisque il m'est arrivé la pire terreur du créateur de contenu, c'est-à-dire que j'ai enregistré un podcast en entier de 30 minutes, je le mets en ligne et je m'aperçois qu'il n'y a que 15 minutes de podcast en ligne et qu'en plein milieu, il y a un énorme trou qui a été coupé, le moment où je faisais passer le message le plus important. C'est un problème. Alors moi j'enregistre avec Ferit sur iPhone, normalement j'ai aucun bug, le seul bug c'est que quand t'as une alarme qui sonne au milieu, ça te coupe tout quoi, ça te coupe l'enregistrement, j'ai pas fait gaffe, j'avais laissé un réveil à midi, c'est pour te dire à quel point je suis déterminé le lundi matin. Et donc du coup j'ai perdu mon enregistrement, donc on va recommencer à la cool, c'est lundi matin, c'est une nouvelle semaine qui reprend, on va commencer doucement mais j'ai des trucs quand même à te partager là. Alors je voudrais te parler de science, alors je suis pas la meilleure personne pour te parler de science, j'ai pas un background, j'ai pas un esprit je pense très scientifique, j'ai jamais été très à l'aise avec les sciences. Mais hier je lisais, alors je continuais à lire le bouquin Sapiens là, tu sais, c'est un bouquin qui est excellent parce que toutes les 3 pages ça remet un peu en question toute la vision que j'avais de l'humanité. C'est vraiment fascinant, ça fait partie des bouquins qui te font réfléchir, même si ça donne pas des idées concrètes pour changer ta vie, juste c'est un bouquin, je dirais, de pas vraiment de culture générale parce que bon, j'apprends plein de choses. Mais surtout, ça fait réfléchir, quoi. Ouais, ça fait réfléchir sur le monde, sur notre façon de nous comporter, sur toutes nos croyances, surtout sur la société, le bien, le mal. On se rend compte que tout ça, c'est un peu le hasard de l'évolution et que ça peut très bien changer aussi vite que ça a changé par le passé. Et notamment, donc là, j'arrive dans la phase où il parle de la révolution scientifique et le bouquin t'explique que pendant des siècles et des siècles, la science c'était pas très important parce qu'on avait la religion et que la religion répondait un peu à toutes les questions dont on n'avait pas de réponse et que tout ce qui était les maladies, la mort, la vie après la mort, tout ça c'était pas de notre ressort, c'est-à-dire que c'était Dieu et donc on s'en occupait pas trop. Et finalement, pendant des siècles, le progrès allait relativement lentement parce que on n'investissait pas beaucoup d'argent dedans. Tu vois, un vendeur de charrettes, il investissait pas la moitié de ses revenus en recherche et développement. Parfois, il y avait un mec ingénieux qui trouvait une innovation intéressante, mais c'était plus le fruit du hasard, tu vois, plutôt que des process comme on a aujourd'hui avec des budgets énormes en recherche et développement, avec des budgets énormes concernés à la science, à la recherche, etc. Et donc ce bouquin t'explique que seulement depuis quelques siècles, la science a pris une place fondamentale avec un peu la perte de foi en la religion, puisqu'on s'est dit, plus on a fait découvertes scientifiques, plus on s'est rendu compte que des choses qu'on attribuait à Dieu ou à l'univers, tu vois, c'est des choses finalement qui peuvent être expliquées. Et on s'est aussi rendu compte que des choses sur lesquelles on pensait ne pas avoir de contrôle, par exemple les maladies, c'était des choses sur lesquelles en fait on pouvait avoir un contrôle, qu'on pouvait les soigner, Aujourd'hui on parle même d'immortalité, tu vois, qui est quelque chose que jamais dans l'histoire on pouvait parler de ça de manière crédible, de manière sérieuse, tu vois, l'immortalité c'était quelque chose de parfaitement impossible, tu vois, c'était aller contre les lois naturelles, et aujourd'hui on a des gens qui bossent dessus, donc c'est assez fascinant quand même l'époque dans laquelle on est. Donc ce que ce bouquin aussi t'explique, c'est que le domaine scientifique est pas seulement, la recherche scientifique est pas guidée par la curiosité, tu vois, elle est guidée par des intérêts, et c'est normal, tu vois, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient plus intéressés par la recherche dans le nucléaire que par la recherche sur les fonds marins, tu vois, non pas que les fonds marins soient moins intéressants que le nucléaire, mais parce que le nucléaire, ça avait une utilité rapide comme arme de guerre. Et donc finalement, ce que t'explique l'auteur, c'est que la recherche scientifique, depuis que c'est quelque chose de si important, c'est quand même guidé par des intérêts qui peuvent être des intérêts économiques, qui peuvent être des intérêts politiques, des intérêts de pouvoir, des intérêts, mais il y a aussi la curiosité, ça compte aussi, tu vois, ou des intérêts médicaux, mais il y a toujours des intérêts derrière. Et là où les grands souverains, à l'époque, il y a quelques siècles, finançaient davantage les philosophes ou les poètes parce qu'ils se souciaient de leur image et de l'image que le peuple pouvait avoir d'eux, aujourd'hui les souverains vont davantage financer la recherche scientifique parce qu'ils se soucient de ce qu'on peut, des outils que la recherche scientifique peut lui apporter. De la même manière que les entreprises vont financer la recherche aussi, parce qu'elles peuvent, elles peuvent en tirer parti économiquement. Donc ce que je suis en train de te raconter là, c'est pas pour porter un jugement ou quoi que ce soit, on va pas non plus se plaindre, je veux dire, il faut bien qu'il y ait des intérêts, c'est des choses qui sont très coûteuses, donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement, et même s'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir, comme l'arme nucléaire, il y a aussi tout un tas de choses qu'on a aujourd'hui autour de nous,
qui sont le fruit de la recherche scientifique et technologique et qui ont été conduites par des intérêts bien sûr économiques, financiers, on va pas se mentir, hein, et c'est ok. Mais en fait, le message moi, ça m'a fait penser à un truc, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, je reçois souvent des questions là-dessus qui se sentent pas légitimes, qui se disent ouais, mais moi je suis pas le meilleur, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus cultivé, je suis pas celui qui parle le mieux, je suis pas le plus grand expert dans mon domaine, alors pourquoi je serais crédible pour parler aux gens, pourquoi je serais crédible pour créer du contenu dans mon domaine? Et en fait, si on compare ça à la recherche scientifique, finalement les plus grands chercheurs, les chercheurs les plus reconnus, les chercheurs qui ont laissé une trace dans l'histoire, est-ce que c'était les chercheurs forcément les plus intelligents? Est-ce que c'était forcément les chercheurs les plus brillants? Est-ce que c'était forcément les chercheurs qui élaboraient les théories les plus complexes? Bah non, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les chercheurs qui sont rentrés dans l'histoire, tu vois, ou les ingénieurs, enfin les gens qui sont rentrés dans l'histoire dans le domaine des sciences et des technologies, c'est des gens qui ont créé quelque chose d'utile. Par exemple, tu vois, Edison, qui a créé quelque chose de plutôt utile, puisque on utilise tous aujourd'hui des ampoules pour s'éclairer. Bref, tout un tas de choses en fait qu'on connaît aujourd'hui sont le fruit d'une recherche scientifique qui avait un but, qui avait un intérêt, qui avait un résultat, un objectif. Et finalement, tout était conduit vers ces résultats-là. C'est-à-dire que la recherche scientifique pour la recherche, s'il n'y a pas de résultat au bout, ça sert à rien. Et je pense que dans la création de contenu, pour moi, c'est la solution au problème de syndrome de l'imposteur, au problème de je suis pas assez expert, je parle pas assez bien. C'est quoi le problème? C'est que je pense que la plupart des créateurs de contenu, et je suis passé par là aussi, la plupart des créateurs de contenu, donc des blogueurs, des youtubeurs, des podcasteurs, de ce que tu veux, ne font pas du contenu pour leur audience, mais font du contenu pour l'image que leur audience a d'eux. C'est-à-dire que souvent, quand on débute, c'est un peu la génération Instagram, tu vois, on veut être aimé. Et c'est normal, c'est humain, tu vois, on veut être aimé par les gens. On veut être admiré, on veut que les gens se disent « Waouh, ce gars-là, il est beau, il est fort, il est impressionnant, il parle bien, et il est intelligent, tu vois. » Et du coup, on fait pas du contenu pour aider les gens à atteindre un résultat, on fait du contenu pour que les gens nous soient impressionnés par nous. On fait du contenu pour que les gens nous aiment. On fait du contenu pour tout un tas d'autres raisons, pour l'image que les gens vont avoir de nous, au lieu de faire du contenu directement pour les gens. Et je pense que le syndrome de l'imposteur est lié à ça. Je pense que le syndrome de l'imposteur est lié au fait qu'on se soucie, on est obsédé par l'image, par la perception que les gens vont avoir de nous, alors qu'on pourrait être obsédé par les résultats que les gens vont avoir grâce à notre contenu. Alors évidemment, je parle pas aux gens qui font du contenu pour faire de l'art, ou des gens qui font du contenu juste pour partager leur vie sur Instagram, il n'y a pas de mal à ça. Moi, je parle aux gens qui font du contenu pour gagner leur vie, c'est-à-dire qui ont le business model que je présente moi sur cette chaîne, c'est-à-dire qui vendent des formations, qui aident les gens, c'est le moyen le plus simple de gagner sa vie avec son contenu, et donc qui ont un objectif de lifestyle avec leur contenu, qui font pas ça uniquement pour la gloire, mais qui font ça aussi pour avoir une belle vie, et pour aider les gens. Et je pense que si tu arrêtes de te soucier de l'image que les gens vont avoir de toi, et tu commences à te soucier du résultat que tu vas pouvoir apporter dans la vie des gens, tu vas pouvoir développer toute une batterie de méthodes qui vont être extrêmement utiles. Tu vas pouvoir trouver des plans B, des plans C, des plans D pour les gens, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Tu vas pouvoir trouver des solutions créatives, des solutions différentes de ce que les gens ont toujours vu pour résoudre leurs problèmes. Tu vas pouvoir trouver des solutions nouvelles, des solutions qui sortent de l'ordinaire, qui utilisent des nouveaux outils peut-être pour résoudre les problèmes des gens. Dans les contenus gratuits, tu vas pouvoir faire quoi? Dans les contenus gratuits, pour moi, le but d'un contenu gratuit, c'est de foutre des grandes claques aux gens qui sont en face de toi. Pour moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire parfois on me demande, et c'est peut-être la question que tu te poses aussi, c'est quoi la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant? Donc entre un podcast, par exemple, ou une vidéo, et une formation que tu vas vendre. Pour moi, il y a une différence qui est fondamentale. C'est que le but du podcast ou de la formation ou du contenu gratuit, c'est pas d'apprendre des choses aux gens. Le but de ce format-là, c'est de foutre des claques aux gens qui sont en face de toi. Tu vois, une grande droite et puis une grande gauche, tu vois, un retour, de manière à ce que la personne se retrouve à dire « Wow, putain, il vient de remettre en cause tout ce que j'ai appris. » Et là, non seulement, si tu arrives à mettre une claque aux gens qui sont en face de toi, non seulement les gens vont t'écouter, en plus à ce moment-là, tu vas pouvoir vendre, parce que ça sert à rien de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Je pense qu'on fait trop cette terreur, tu vois. On essaie sans arrêt de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Pourquoi on ne parle pas aux gens qui sont susceptibles d'être convaincus? Regarde, les gens qui sont mis à faire de la boxe ou qui sont mis à faire de la musculation. T'as des gens qui sont devenus champions du monde de boxe, tu vois, des trucs de dingue, qui ont fait une carrière entière là-dedans. Des gens qui font de la musculation depuis 20 ans. Ces gens-là, parfois, ça peut être super intéressant de leur demander pourquoi t'as commencé à faire de la boxe, pourquoi t'as commencé à faire de la musculation. Et tu verras qu'il y a une grosse partie de ces gens-là qui vont te répondre parce que je me suis fait agresser.
Parce qu'une fois, j'ai eu un problème avec quelqu'un, je me suis fait taper dessus, je me suis fait agresser, je me suis pris parfois une claque, mais physiquement. Et j'ai décidé que j'allais plus être une victime. Et donc, j'ai appris à me défendre. Et ça, c'est fascinant. Parce que ça prouve une chose. Ça prouve que la volonté, elle n'est pas issue des petits oiseaux qui chantent, tu vois, ou du bonheur. La volonté, elle est issue d'un traumatisme. Ou la volonté, elle est issue de quelque chose d'émotionnel qui est fort. Alors je dis pas qu'il faut taper ton audience, hein. Je suis pas en train de te dire qu'il faut aller sonner chez les gens qui te suivent et leur foutre des baffes. Attention, hein. Ne prends pas mal ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu veux que les gens t'écoutent, si tu veux que les gens s'engagent avec toi, si tu veux avoir des résultats dans la vie des gens, comme quelqu'un qui a fait de la boxe pendant 20 ans, et ça c'est un putain de résultat, si tu veux avoir des résultats dans la vie des gens, il faut commencer par les secouer. Il faut commencer par avoir un impact émotionnel chez eux. Et pour moi, c'est ça le but des contenus gratuits. Le but des contenus gratuits, c'est pas de te faire des tutoriels. Je veux dire, un tutoriel, les gens cherchent sur YouTube, ils le regardent et puis ils s'en vont et puis c'est bon, ils ont la réponse à leur question. Le but d'un contenu gratuit, c'est de prendre la personne et dire attends. Tout ce que tu as appris jusque-là, et si tu pouvais le remettre en cause, et si on pouvait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et si tout ça n'était pas exact, et s'il n'y avait pas d'autre façon de faire, et si on pouvait pas faire différemment, et si toi, tu n'étais pas capable de le faire. Mettre des claques aux gens, les secouer, leur dire c'est possible, tu peux le faire. Toutes les croyances limitantes que tu t'es ancrées dans la tête, c'est des conneries. T'en es capable. Pour moi, c'est ça le but des contenus gratuits et c'est le genre de contenu que tu peux faire uniquement si t'es obsédé par le résultat. Et pas si t'es juste obsédé par ce que les gens vont penser de toi. Et puis enfin, il y a la vente. Si t'es obsédé par le résultat, bah tu vas pouvoir vendre parce qu'on vend pas en disant aux gens je vous aime, achetez mes produits, tu vois. On vend pas par pitié ou on vend pas par sympathie. On vend parce que les gens ont envie d'avoir un résultat et qu'on leur propose un moyen pour atteindre ce résultat. Par exemple, comment X sans Y, comment avoir tel résultat sans tel obstacle. Par exemple, je sais pas comment faire la cuisine sans ustensiles. Exemple le plus débile du monde au passage. Comment apprendre le piano sans piano. Comment apprendre le tennis sans raquette. C'est nul ce que je raconte là. Mais je veux dire, moi je suis pas très bon pour les exemples, tu vois. Mais comment avoir tel résultat sans tel obstacle. Par exemple, je sais pas comment... moi j'ai sorti une formation là récemment. Comment travailler, comment développer un business sans ordinateur. Tu vois, c'est ça que les stratégies que tu peux proposer aux gens. Mais ça, tu vas pouvoir le faire seulement si tu es obsédé par le résultat. Pas si tu es obsédé par l'image que les gens vont avoir de toi. Et le problème de l'image, alors je vais encore taper sur l'école, je sais que je tape beaucoup sur l'école, en soi je pense pas que l'école soit fondamentalement négative, c'est juste que l'école est cassée et que il faut, voilà, moi je pense que c'est important de remettre en cause ce qu'on a, c'est mieux que rien ce qu'on a à l'école, tu vois, moi je veux pas faire que cracher sur l'école, il y a quand même des choses qu'on apprend qui sont utiles, on apprend à parler, on apprend à s'exprimer, on apprend à lire et à écrire, c'est quand même pas complètement inutile. Mais le vrai problème de l'école, c'est que ça te conditionne et ensuite toute ta vie... Il faut en avoir envie de se déconditionner, et même si tu as envie de te déconditionner, il va te falloir des années pour réussir à le faire. L'école t'apprend à jouer à qui c'est qui est le plus intelligent. L'école t'apprend à jouer à qui c'est qui est le plus cultivé. L'école t'apprend à jouer à qui c'est qui est le plus brillant, qui c'est celui qui parle le mieux. Et le pire, c'est que l'école te donne des points, l'école te donne des notes sur ces critères-là, qui sont juste des petits critères. Il y a d'autres critères dans la vie, des critères qui peuvent t'apporter beaucoup plus. La créativité, le fait de penser différemment, le fait de réfléchir en dehors des cases, le fait de croiser les domaines, le fait d'être capable de raconter des histoires, de trouver des illustrations à ce que tu racontes, le fait de s'impliquer dans un métier. Toutes ces choses-là que tu n'apprennes pas à l'école. Au contraire, l'école va essayer de te brider si tu essaies de faire différemment des autres. L'école va te punir pour ça, il te donne des points. Et regarde le principe des points. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être noté ? C'est juste une question que je pose comme ça, que je mets sur la table. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être noté pour tout ce qu'on fait ? Visiblement oui, parce que à l'école on est noté et qu'on peut pas s'empêcher de continuer à être noté. Du coup on continue, tu vois. Dans la vie il y a tout un tas de prix, tu vois. Même les trucs qui sont, même le ski, genre je sais pas, moi quand j'étais petit je voulais m'inscrire, j'ai fait du ski parce que ça me faisait kiffer et je me suis rendu compte que il fallait absolument passer la première étoile, la deuxième étoile, le chamois d'or, la loutre d'argent ou toutes ces conneries. Enfin tu peux pas juste faire du ski pour le plaisir, c'est pas possible. Merde, j'ai 12 ans quoi. Et au bout d'un moment, on a l'impression qu'il faut absolument avoir des points, mais partout en fait. Et on n'a plus le droit de faire les trucs pour le plaisir. On n'a plus le droit de faire les trucs, pas seulement pour le plaisir, mais aussi pour avoir une belle vie, pour apporter de la valeur aux gens, pour kiffer, pour gagner de l'argent. Mais on a absolument besoin d'être noté par les autres. Et regarde tous les badges, tous les prix qui existent sur Terre pour noter les gens. Et alors même si on n'est pas soumis à ça, on va utiliser d'autres outils, c'est pas grave. On a les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Instagram, comme ça les gens vont pouvoir continuer à nous noter.
On a cette sorte de besoin d'être noté, et ça a été introduit par l'école, ça peut pas être autre chose, tu vois, genre, c'est pas, je sais pas, c'est pas naturel de devoir de donner une note et des points à tout le monde. Y a rien de naturel, c'est super bizarre comme truc. Mais c'est un truc, ça pour moi, c'est un des conditionnements de l'école duquel on n'arrive pas à se séparer. Et si on arrête d'être obsédé par ces quelques petits critères-là qui nous ont été donnés par l'école et sur lesquels on a toujours été noté, qui est même pas notre intelligence, parce que bon, l'intelligence, c'est une intelligence scolaire, tu vois, mais sur notre culture générale, sur celui qui parle le mieux, celui qui a le plus de charisme, celui qui sait bien respecter les règles, qui sait faire une jolie thèse, antithèse, synthèse, qu'on arrête d'être obsédé par ça, et qu'on commence par s'intéresser à son métier, et à s'intéresser à comment on peut faire son métier de la meilleure façon qui soit. Pas juste, tu vois, d'une façon différente peut-être, tu vois, pas forcément être le meilleur justement, mais juste faire quelque chose de différent. Peut-être qu'au lieu de, si t'es boulanger, au lieu d'essayer de faire le meilleur pain au chocolat, tu peux essayer d'inventer une nouvelle pâtisserie, de faire un truc qui est différent, de faire un truc qui sera ta spécialité, que tu seras le seul à le faire. Et c'est peut-être pareil en tant que créateur de contenu, c'est-à-dire qu'on est tous obsédés par « Oulala, faut que je sois celui qui parle le mieux, faut que je sois celui qui a le meilleur montage, le plus de jump cut, faut que je sois celui qui a le super décor, la meilleure caméra, faut que je sois celui qui soit le plus brillant, où les gens vont se dire « Waouh, il est intelligent, waouh, il parle bien ». Mais est-ce que tu peux pas juste être celui qui apporte le plus de valeur aux gens ? Je pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Est-ce que tu peux pas juste être celui qui aide les gens à résoudre leurs problèmes, qui aide les gens à avoir des résultats ? Est-ce que c'est pas ça ton boulot en tant que créateur de contenu ? Alors si tu fais ça, non, tu vas avoir des différences. Non seulement tu vas arrêter d'être stressé toute la journée parce que t'auras peur d'être un peu moins bien considéré par les gens. Au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire. Je veux dire, moi je fais plus ça. À un moment, je faisais ça, j'avais envie d'être kiffé par les gens. C'est normal, on est des êtres humains. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça m'a saoulé, tu vois, j'ai commencé à dire volontairement des conneries, tu vois, pour que les touristes se barrent. Moi, j'en ai marre d'essayer de faire le show, tu vois, je suis pas le Muppet Show, quoi. Je suis pas, tu vois, je suis pas Vincent Lagaffe, quoi. Je suis pas là pour faire le show et pour faire rigoler dans les chaumières, quoi. Ça m'amuse pas et je suis pas bon là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit groupe de personnes qui sont très impliquées et que je peux aider. C'est tout. Et que je peux aider, mais d'une manière beaucoup plus importante que si j'essayais de toucher tout le monde. Pouvoir m'impliquer à fond là-dessus. Et ça me demande pas du tout les mêmes compétences que ce dont j'avais besoin si je voulais être Vincent Lagaffe. Ça me demande pas d'avoir un sens de l'humour incroyable, ça me demande pas d'être brillant, ça me demande pas d'être charismatique, ça me demande pas d'être beau, ça me demande absolument pas ça. Ça me demande de réfléchir à des solutions différentes, de résoudre les problèmes des gens et à élaborer des méthodes pour aider les gens à le faire. Et quand tu commences à réfléchir de cette façon-là, il y a plus de syndrome de l'imposteur, il y a plus... Pourquoi il n'y a plus de syndrome de l'imposteur ? Parce que c'est plus les mêmes critères. Le syndrome de l'imposteur, c'est basé sur qui je suis pour parler de ça. Mais là, on parle plus de qui tu es. On parle des résultats que tu peux apporter aux gens. On n'est plus obsédé par toi, on n'est plus obsédé par nous-mêmes, on est obsédé par les gens qui sont en face, par comment on peut les aider. Et finalement, les débutants, souvent, sont bien meilleurs pour ça. C'est ça qui est dingue, c'est que tu peux être un expert depuis 10 ans. Si tu es un expert depuis 10 ans, le problème, c'est que tu vas perdre déjà ton implication parce que tu seras blasé de la vie, puis tu vas plus savoir de quoi ont besoin les débutants, puis tu vas plus savoir qu'est-ce qui est toujours dans leur tête. Alors que si tu es débutant, tu vas connaître leurs problèmes, tu vas connaître leurs erreurs, tu vas avoir la fièvre, tu vas pouvoir les aider à fond. Un débutant a énormément d'avantages dans le domaine de la création de contenu. Regarde même les profs, regarde les profs. Moi, j'ai eu des profs agrégés, tu vois, les profs agrégés, ils ont bossé plus que les autres, ils sont payés plus, j'ai toujours eu du respect pour ça, parce que c'est probablement, alors je sais pas si c'est des bons profs, mais en tout cas, c'est des gens qui sont cultivés, tu vois, c'est bien, mais j'ai eu des profs agrégés, ils avaient quand même tous un point commun, c'est qu'ils avaient des cernes de 12 km, et que les mecs étaient fatigués, et je les comprends tellement, parce que je veux pas taper sur les profs, parce que pour moi, c'est un des métiers les plus difficiles aujourd'hui, un des métiers où il faut le plus de courage, sincèrement. Et moi, j'ai eu des profs agrégés qui détestaient leur métier, je les comprends parce qu'ils avaient une culture incroyable dans ce qu'ils faisaient, ils étaient des grands spécialistes de ce qu'ils faisaient et ils parlaient à des gamins de 13 ans qui en avaient strictement rien à foutre de leur cours et qui s'intéressaient davantage à combien de boutons ils pouvaient éclater sur leur visage. Donc, mes meilleurs profs, c'était pas mes profs agrégés. Mes meilleurs profs, c'était les profs qui étaient impliqués. J'ai eu un prof comme ça qui montait sur la table pour faire Napoléon, tu vois, en CM2. Ce prof était juste excellent, enfin tu vois, tu peux pas ne pas écouter quand le mec monte sur la table et qu'il prend sa règle pour faire un fusil, je veux dire, t'es là, t'écoutes, alors même si c'est pas le meilleur prof, même si c'est pas... Alors si, justement, pour moi, c'est le meilleur prof, même si c'est pas le mec le plus cultivé, même si c'est pas le mec le plus intelligent, même si c'est pas le mec qui en sait le plus, même si c'est pas le mec qui connaît mieux son programme. C'est pas ça qu'on demande à un prof, c'est pas d'avoir de la connaissance, parce que la connaissance, aujourd'hui, c'est une commodité, on la trouve partout, je veux dire, t'as Wikipédia.
Wikipédia, il en sait plus que ton prof sur tous les sujets du monde. T'as pas besoin de ça. Un bon prof, c'est quelqu'un qui est pédagogue. C'est pas quelqu'un qui sait posséder l'information, c'est quelqu'un qui sait transmettre l'information. Et ça, c'est la vraie compétence du 21e siècle. Posséder l'information, c'est une compétence même pas du 20e, d'avant, tu vois, d'avant Internet, d'avant tout ça. D'avant les bouquins, tu vois. Aujourd'hui, les connaissances, elles se trouvent partout. Aujourd'hui, la vraie avance que tu peux avoir sur les autres, la vraie force que tu peux développer au 21e siècle, c'est plus d'avoir de la connaissance, c'est d'être capable de la transmettre, cette connaissance. Tu te doutes bien que je suis pas le plus grand spécialiste du sujet, et que beaucoup de choses dont je raconte, je sais juste assez pour t'en parler. Mais juste, j'essaye d'élaborer des façons, des méthodes de t'en parler, pour t'en parler de manière à t'éveiller, à te donner envie, à te mettre des claques, pour que t'aies envie, tu vois, d'avancer, de te bouger. C'est ça mon boulot. Alors je dis pas que je suis le meilleur là-dedans, mais je dis que c'est vers ça que je tends. Et déjà, si tu tends vers la bonne chose, ce sera beaucoup plus facile, tu vois. Parce que si tu joues dans la cour de celui qui aura la plus de connaissances, tu vas jamais gagner. Tu auras toujours des gens qui seront plus scolaires que toi, qui auront accumulé plus de trucs, qui seront là depuis plus longtemps, qui seront plus vieux. Je veux dire, tu seras jamais plus vieux qu'un mec plus vieux que toi. Ça, faut bien en avoir conscience. Par contre, tu peux être un meilleur pédagogue, tu peux être quelqu'un qui sait mieux enseigner, tu peux être quelqu'un qui sait mieux transmettre, tu sais être quelqu'un qui sait mieux transmettre de l'émotion, secouer les gens. Ça peut être une compétence que tu vas développer. Ça peut être une force que tu peux avoir. Et pour ça, il faut arrêter avec les critères, les quelques petits critères que t'as enseigné à l'école et sur lesquels tu as été noté toute ta vie. Il faut arrêter avec ça, il faut réfléchir à de nouveaux critères. Le critère de la réflexion créative. Comment penser différemment, comment résoudre les problèmes d'une manière créative, d'une manière différente. Une autre idée, croiser les domaines. Les meilleures idées que j'ai eues, c'est pas des idées qui sont venues toutes seules, c'est des idées qui sont venues en croisant plusieurs domaines. Même l'idée de ce podcast, tu vois, qui est tout simple, c'est juste croiser deux choses. J'ai croisé un truc que j'ai lu dans un bouquin hier qui concernait la recherche scientifique, et un truc qui concerne mathématiques, qui est le syndrome de l'imposteur. Et je me suis dit, tiens, je peux peut-être faire un petit parallèle entre les deux, tu vois. Croiser les domaines, c'est un des meilleurs moyens d'avoir de nouvelles idées. Ensuite, trouver des illustrations. C'est un truc qu'on n'apprend pas aussi, parce que c'est pas, tu vois, mais ça a tellement... Moi, j'ai découvert ça il y a 1 an, tu vois. J'ai découvert ça il y a 1 an seulement. Si on m'avait appris ça, tu vois, je sais pas, c'est un truc qu'on devrait apprendre en CM2. Comment faire un discours qui va intéresser les gens avec des images ? Parce que notre cerveau, il retient les images. Alors, ça peut être des images physiques, si tu as un support, un PowerPoint, une vidéo. Ça peut être des images mentales. Les meilleures images, c'est quoi ? C'est les belles métaphores, tu vois. Là, par exemple, je t'ai parlé de la boxe, tu vois. Je t'ai dit que... Voilà, c'était pas vraiment une métaphore, c'est plutôt un exemple pour te dire que les gens avaient besoin d'un traumatisme, souvent, pour changer leur vie. Je t'ai parlé de, du mec qui a inventé l'ampoule, tu vois. Bon, tout ça, c'est des métaphores finalement pour te faire passer le message que je voulais te faire passer. Le fait de foutre des claques aussi, c'est des métaphores. Parce que si je te dis, il faut faire en sorte que les gens aient envie de se bouger, c'est moins fort mentalement pour toi que si je te dis il faut foutre des claques et une droite et une gauche à la personne qui est en face de toi jusqu'à ce qu'elle soit par terre, quoi. Ça, tu vas te le visualiser. Donc, des illustrations, c'est un truc qui peut tout changer. Moi, je pense que vraiment mon contenu s'est amélioré. Je dis pas que c'est parfait, hein, j'ai encore beaucoup de points à améliorer, mais mon contenu s'est amélioré du jour au lendemain, le jour où j'ai commencé à comprendre la puissance des illustrations, que j'ai commencé à les intégrer. Les illustrations, ça peut être les comparaisons, les métaphores, les histoires, les exemples, les exercices que tu vas donner à faire aux gens aussi, ou des images, simplement, des images physiques. Ça peut être tout un tas de choses, des accessoires, des trucs que tu vas apporter, tout un tas de choses qui vont illustrer ce que tu racontes, parce qu'on réfléchit pas avec des mots, on réfléchit avec des images. Et puis enfin, ton implication, et c'est peut-être ça le plus important finalement. Et c'est peut-être ça ton meilleur avantage compétitif par rapport au mec qui est là depuis 10 ans. C'est que le mec qui est là depuis 10 ans, il peut pas ne pas être blasé s'il parle de la même chose. Il est blasé, il en peut plus, il a répété la même chose depuis trop longtemps. Il est fatigué. Toi, t'arrives, t'es tout frais. T'es impliqué à mort, t'es personnellement engagé dans le truc. Regarde, imaginons que tu sois dans les crypto-monnaies, tu vois. Imaginons qu'on soit dans 10 ans, tu vois. Le mec est là il y a le mec, ça fait 15 ans qu'il est dans les crypto-monnaies, il est multimillionnaire, il en parle de tous les jours depuis 10 ans, il est saoulé, tu vois, il en peut plus de ce truc-là. Toi, tu découvres ça, t'es tout nouveau, tu te dis, oh putain, si ça se trouve, je vais pouvoir investir dessus, je vais pouvoir changer ma vie et tout. T'es à fond dedans, t'es impliqué, tu vois. C'est ça qui intéresse les gens, c'est d'avoir des gens impliqués. Exactement comme le prof agrégé sera toujours un moins bon prof que le prof tout jeune qui a moins de culture et de connaissances, qui a fait moins d'études peut-être, mais qui est impliqué dans son cours, qui a envie de faire cours. Et ça, tu peux être cette personne-là. Et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience. Au contraire. T'as pas besoin d'être le plus cultivé. Au contraire. T'as pas besoin d'être celui qui parle le mieux. Au contraire. Parce que ce qui va faire la différence entre toi et les autres, c'est pas le nombre de pages Wikipédia qui vont être inscrites dans ton cerveau, c'est ton humanité.
Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.